C'est un exercice comparable au ni oui ni non de notre enfance que je vais me livrer aujourd'hui, en écho d'ailleurs à un petit jeu auquel nous nous sommes livrés nous-mêmes dans ce jardin, en présence de Vladimir, de l'instituteur de Gustave de la Bonne au Monde, de Rennes, et de son fils restaurateur, dont c'est la dernière ligne droite avant une réouverture liée, il fallait s'y attendre, à des règles sanitaires grotesques, nous a-t-il dit, dont le seul but est de permettre au gouvernement de cesser de te verser les aides tout en ne te laissant pas faire ton métier normalement pour autant, ce qui revient à te faire crever quand même au bout d'un an, les aides n'ayant eu pour objet que de t'empêcher d'aller brûler la préfecture, mais c'est pas sûr que ça marche. C'était aussi un jour d'adieu provisoire à Suzanne et à son ancien moine, là Bernard, le guérisseur, qui retournait dans Lyon, mais Léon, lui, reste parmi nous, Dieu merci, car en ces temps troublés, nous avons besoin de ces oracles. Oui, alors je disais un petit jeu de société qui consiste à désigner par une périphrase une opération qui obsède la presse en ce moment dans tous les pays développés, qui suscite des vocations de collabos, des hystéries de propagandistes, des délires de statisticiens, une opération qui consiste à relever sa manche jusqu'à l'épaule, si vous voyez ce que je veux dire, dans un hangar pendant qu'une fille masquée se penche sur vous en vous disant ça fait pas mal. C'est un nom qui commence par un V et qu'on ne doit pas prononcer si on veut échapper aux patrouilles de l'esprit, aux brigades de contrôle du vocabulaire. En tout cas, c'est la thèse que j'illustrais ce jour-là dans mon jardin devant l'abonné au Monde, qui évidemment me répondait que pas du tout. Il n'y avait aucune police de l'expression en France à propos de l'obligation de plus en plus sournoise et répétée d'aller relever sa manche sous un hangar si l'on veut voyager, embrasser sa grand-mère, assister au festival de Cannes, prendre l'avion ou le TGV. Enfin, pour le TGV, je ne sais pas encore, mais ça devrait pas tarder. Donc, en gros, il faut balancer partout le sésame de bons citoyens, le certificat obligatoire, avant de monter dans l'avion ou dans le train. Et là, Léon nous a surpris en nous disant c'est marrant, mais moi qui ai beaucoup lu sur la vie en Terre Sainte au temps de Jésus-Christ et avant, avec leurs autorisations de se déplacer, leurs différences entre ceux qui ont droit de cité et les autres, c'est-à-dire droit d'entrer dans la cité, je trouve à notre situation un petit côté biblique, occupation romaine, il y a un côté Ponce Pilate dans tout ça. Je te rappelle, a dit Gustave, que si le Christ est né dans une mangeoire selon la légende, c'est parce que ses parents avaient dû revenir dans leur province d'origine pour être recensés par l'occupant romain. Donc il y a bien cette atmosphère de contrôle des populations, en effet. Je t'approuve entièrement. Et là, notre abonné au Monde a fait son malin en nous parlant des règles de quarantaine qui se sont toujours appliquées dans l'histoire. Rien de nouveau sous le soleil. Il nous a dit que la distinction entre les gens sains et les malades a toujours été pratiquée. Mais Léon a insisté et il a dit non, il y a un peu plus que ce que tu dis. Je maintiens, il y a une différence de citoyenneté désormais basée sur des critères arbitraires, des critères que tout le monde ne peut pas remplir d'ailleurs, des critères flous en plus parce que on ne sait pas si le fait de relever sa manche protège vraiment. Aux États-Unis, ils te disent que ça permet d'enlever son masque. Le lendemain, le président se fait gronder par les médecins qui lui disent pas du tout. Bref, c'est la confusion totale. En France aussi, ça y est, on t'interdit de faire pas mal de trucs si t'as pas relevé ta manche quelque part. Donc, si la certitude scientifique n'est pas là, puisque on ne sait même pas si ceux qui ont relevé leurs manches, finalement, ne rendraient pas les autres malades. Tout ça, c'est une pure opération de contrôle des foules. Au point où nous en sommes, ils vont nous obliger à sortir les mains sur la tête de 2h à 6h ou d'aller faire le poirier devant une commission. Tout est possible. Et là, l'abonné au Monde l'a interrompu, il a dit n'importe quoi, en roulant des yeux vers les nuages, comme dans les pièces de théâtre. Mais Gustave, qui cueillait de l'estragon derrière nous, est venu à la rescousse de Léon, et il a dit, si, il a raison, on peut dire que la propagande, déjà complètement délirante, avec repas gratuits, tickets de loto si tu te rends dans les dispensaires pour faire ton devoir, et le signe qu'ils ont quelque chose à se reprocher, un mensonge à faire passer. Tu passes pas les 3/4 de ton journal télévisé sur toutes les chaînes à montrer des papis, des basketteurs, des mémés au marché qui disent j'ai relevé ma manche hier, je me sens mieux, etc., sans qu'il y ait une consigne impérative qui s'impose aux médias pour entretenir la crainte, la frénésie et finalement l'illusion que ça sert à quelque chose, alors que de plus en plus le doute s'installe. Il s'installe d'autant plus qu'il y a maintenant des médecins qui disent « Oui, c'est vrai, nous avons obéi à des consignes venues d'en haut, comme quoi, pour faire passer la pilule, la bonne parole anti-épidémique, il fallait faire peur, et maintenant nous sommes conscients et nous sentons un peu coupables, disent ces méchants médecins dans un journal anglais, que nous n'aurions pas dû aller aussi loin dans la manipulation des foules. » Je n'invente rien.
On en vient aussi, a dit Gustave, à se demander si le principal but n'était pas d'entretenir sans arrêt l'apparition de ces fameux variants qui sont en quelque sorte la réaction du virus aux campagnes du genre montre-moi ton épaule, je te dirai qui tu es. Vladimir a dit tu peux parler de campagne à la mort moelleux aussi. Alors je vous en prie, a dit le restaurateur, par égard pour ma mère, restons corrects. Et la reine a répondu, ce truc ahurissant, eh ben j'en ai mordu plus d'un dans ma vie, crois-moi. Et elle a ajouté, je veux bien un peu d'estragon aussi. Et là, nous voilà partis sur une certaine plante médicinale qui poussait derrière mon jardin, j'en avais aussi dedans, qui semble efficace pour soigner le virus et dont je ne peux même pas prononcer le nom ici, sur quoi Vladimir a rebondi en disant « Moi, ces campagnes pour aller relever sa manche dans un hangar, ça me ferait ni chaud ni froid s'il n'y avait pas justement cette interdiction préalable de se soigner autrement, s'il n'avait pas interdit les traitements. » Les essais, les films qui en parlent, les gens qui en vendent aussi. On nous dit c'est pour mieux nous vendre à la place la visite au dispensaire avec la manche relevée, mais moi je ne pense pas que ce soit pour enrichir les labos. Tu oublies, a dit Gustave, ce médicament dangereux et inefficace dont l'Europe a commandé pour 1 milliard, avant d'ailleurs d'essayer de le refourguer à l'Inde, si c'est pas s'enrichir, ça c'est quoi? Tu as des sources, a dit l'abonné au Monde, te fatigue pas là, c'est dans tous les journaux, cette saloperie d'antiviral au nom imprononçable que l'Europe a acheté par erreur pour 1 milliard et qui sert à rien, on le refourgue à l'Inde en ce moment comme s'il fallait entretenir là-bas le démon du méchant variant pour qu'il nous revienne juste après l'été, puisque l'objet de tout ça, relevage de manches compris, c'est de nous faire peur pour nous fourguer toutes les privations de liberté qui vont avec la peur. La peur, c'est formidable, ça permet d'entretenir des gens comme Albert, hein, qui disent si tu ne veux pas relever ta manche, tu mets la vie des autres en danger. Tu y es allé, a demandé l'instituteur à l'abonné au Monde. Oui, oui, moi j'ai eu mon 2e relevage de manche, comme vous dites, la semaine dernière, et l'instituteur a dit alors ne t'approche pas de moi, il paraît que les gens qui ont montré 2 fois leur épaule sont devenus des dangers pour les autres. Si ça se trouve, a-t-il ajouté, dans 3 mois, on va te dire que justement c'est eux les nouveaux pestiférés, parce qu'ils diffusent des virus mutants à travers toute la Terre, et dans les 2 cas, le résultat est le même. Moi je suis de l'avis de Gustave et Léon, cette discrimination est intolérable philosophiquement, en plus d'être douteuse sanitairement. Une société qui est capable de ça doit périr, et elle périra, nous a-t-il dit. D'autant, a ajouté Vladimir, que ça coïncide avec une montée de la barbarie dans la rue. Je veux bien, moi, à la rigueur, comprendre ce cirque sanitaire, a-t-il expliqué, si tu habites en Suisse, par exemple, l'obligation de relever sa manche, de pointer au commissariat du coin, de présenter la marque de la bête avant de monter dans le train, ça va bien dans une société où tout est bien réglé, bien codifié, où les gens sont polis et gentils, parce qu'en Suisse, la moitié des gens habitent au bord d'un lac et l'autre à la montagne, ce sont des choses qui apaisent l'esprit, comme chacun sait. Mais qu'on nous impose à nous, les Français, c'est que sous les hangars et ces certificats, alors que notre pays n'est pas la Suisse, loin de là, et n'a jamais connu autant de meurtres et d'agressions. Non, 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 moi je vais te dire un truc, je m'en fous de savoir que mon assassin a eu ces 2 doses. Je préférerais qu'il n'ait pas été libéré de prison, qu'il ne soit pas sous l'empire du crack, et si j'avais le choix, tu vois, je m'exposerais à tous les microbes en échange de la certitude de ne pas tomber sur un mec qui vient m'égorger après 12 récidives lâchées par une juge complètement tarée. Tandis que là, on va vers des statistiques un peu bizarres. Comme quoi, a dit l'abonné au Monde, eh ben, je sais pas, mais dans 1 an ou 2, on va te dire, 100% des égorgés ont été vaccinés, eh ben, ça leur fera une belle jambe. Et là, naturellement, comme à chaque fois qu'on fait de la prospective, comme ça, même pour rire dans mon jardin, nous nous sommes tournés vers Léon qui a dit, on n'observe pas assez ce qui se passe en éprouvette. Quand tu vois à la télé qu'on te dit les Israéliens sont des bons élèves, ils ont tous relevé leurs manches, ils nous montrent la voie, déjà tu te dis c'est bizarre cette insistance, mais surtout tu te dis que leurs ennemis de plus en plus déclarés, de plus en plus insistants, vont se raidir dès qu'il sera question de relever sa manche. Ils diront ça cache quelque chose, pourquoi cette propagande permanente, et pourquoi sont-ils eux l'exemple à suivre, pourquoi leur statut de bon élève de la picouse a-t-il été mis en avant par les Américains, qui sont leur porte-voix traditionnel. Ah, a dit l'abonné au Monde, voilà, le complot qui revient, et celui-là ne sent pas bon, il a même des relents nauséabonds. Attends, a dit Léon, je te dis pas que j'approuve ce que je décris, je dis que l'ennemi héréditaire d'un peuple qui a relevé sa manche aussi massivement ne peut que se raidir en disant c'est bizarre, cette unanimité quand même, cette hâte à vouloir que tout le monde en fasse autant sur la planète, relayée par tous les médias, par tous les débats, qu'est-ce que ça cache? L'abonné au Monde, tellement odieux qu'on se serait cru sur LCI, a dit alors donc selon toi ça cache quelque chose.
Non, mais tu peux pas empêcher les gens de le penser. Quand on offre un repas gratuit ou un ticket de loto pour une formalité qu'on te décrit comme ultra simple, quand après t'avoir dit c'est réservé aux vieux, on te dit non, finalement les jeunes, allez-y quand même. Quand on te dit qu'il n'y a pas d'effet indésirable et que tu apprends que ça fait tout de même 30 fois plus de morts qu'un relevage de manche pour la grippe ordinaire, tu te dis qu'on te cache peut-être quelque chose. Alors toujours cette illusion typique du complotiste que la vérité est cachée, a dit l'abonné au Monde, et là Gustave a répondu, dis donc, là, depuis un an, si tu fais le compte, hein, on nous a caché tellement de choses que moi j'aime bien les voyants comme Léon qui te disent ce qu'il fallait voir. Et que fallait-il voir? Ben déjà que l'histoire du marché aux animaux de Wuhan, c'était un bobard, et que si la Chine répète circuler, il n'y a rien à voir, c'est qu'il y avait quelque chose à voir. Ensuite, que si on interdit tout traitement après 4 heures de symptômes, en te disant restez chez vous, ne faites rien, ne prenez rien, c'est qu'on a une idée derrière la tête, quand même, depuis le début. Ensuite, si on t'interdit de faire des autopsies, si aucune commission indépendante ne vérifie que les gens sont bien morts de ce qu'on a dit, et pas d'autre chose, si celui qui réclame une vérification passe pour un pestiféré, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit pas vérifier, t'es bien d'accord? Et Gustave a renchéri en disant, tout ça, donc, contrairement à ce qu'on croit, ne va pas forcément vers une société implacable, épouvantable à la Big Brother, parce que ça va échouer avant, parce que d'énormes failles sont en train d'apparaître. Par exemple, depuis un an, tu as des États américains qui ont tout fermé et qui ont masqué tout le monde, et puis tu en as d'autres juste à côté qui n'ont masqué personne et qui ont laissé leur commerce ouvert. Eh bien, quand tu regardes les courbes des hospitalisations dans ces deux États voisins, ce sont strictement les mêmes. Qu'est-ce que ça prouve, a demandé l'abonné au Monde? Eh bien, ça prouve qu'ils avaient un autre but, tous ces gens, que de diminuer le nombre de morts. Ils avaient un but social, sociétal, comme de flanquer par terre toute une économie indépendante et de faire vivre des gens dans la soumission. D'ailleurs, maintenant, le délire total à propos des relevages de manches, là, sous les hangars et dans les parkings, ça va dans le même sens. Domestiquer, parquer, marquer surtout, on va doucement vers le marquage général, comme pour les brebis, marquage numérique, a dit Vladimir. Là, ça devient trop évident, et il devient trop évident que la Commission européenne a partie liée avec ça. Après la guerre, ils t'ont dit que l'Union européenne, c'était l'humanisme européen. Là, c'est le contraire. L'abonné au Monde allait protester une fois de plus, mais Gustave a pris la parole de nouveau, de peur de perdre le fil. Et il a dit, ça va beaucoup plus loin que le fait de porter un masque ou non. C'est une atteinte profonde à ce que nous avons toujours été dans la culture européenne. Les gens sont enracinés déjà, uniques, libres dans leur tête. Et là, ce que veut l'Union européenne, c'est exactement le contraire. Les Européens de demain, soi-disant, idéaux en tout cas, sont tous les mêmes. Ils vont partout, ils viennent de partout, y compris du Brésil. Ils consomment ce qu'on leur dit. Et Vladimir a porté les stockades en parlant de ce rapport commandé à un politicard français de la pire espèce, Bayrou, oui, Bayrou, qui a publié ce qu'on lui demandait, à savoir, puisque les Européens et les Français ne font plus d'enfants, il va falloir faire venir des gens d'ailleurs. Et Gustave a dit, moi j'ai rien contre. Ah bon? A dit l'abonné au Monde, j'aurais cru. Non, non, tu viens du fond de l'Éthiopie, d'accord, pour devenir le meilleur spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, et tu économises pour te payer un costume Balmain ou Chanel, et tu passes tes vacances de Pâques à visiter des abbayes, eh ben j'y vois rien à redire, même si tu es éthiopien au départ, mais là, on en est assez loin. Et oui, c'est Disneyland qui les ramasse tous, a dit l'instituteur. D'ailleurs, a ajouté Gustave, je te signale que à Disneyland, ils ont organisé la semaine dernière le plus gros centre de relevage de manches de toute la région. Et là, Léon, comme frappé d'une vision biblique par cette allusion à Disneyland, a dit « Mais Disneyland et toute la mythologie américaine du même genre, c'est le symbole du grand relevage de manches planétaire. Pour que les gens aillent s'installer partout d'où qu'ils viennent, il faut leur trouver un socle commun, une histoire qui date d'avant-hier, mais surtout il faut abstraire complètement les cultures locales, les amoindrir, les rendre obsolètes par le folklore, la technologie. À Disneyland, l'imagination des peuples à propos du passé, de l'histoire, est réduite à 3 fois rien. Notre-Dame de Paris se mélange aux Pirates des Caraïbes et au Roi Lion. L'histoire du monde se résume à une sorte d'album de 30 pages en couleur, pendant que tu renforces en parallèle la mythologie de la techno, du transhumain, des super-pouvoirs, de la conquête spatiale et des robots. Dans quel but? Nous écoutions le Léon assez attentivement, même le chien l'écoutait. J'ai regardé derrière moi des fois que le chevreuil serait venu aussi l'écouter parce que Léon attire les animaux. Et il a répondu, pour faire simple, il s'agit de réaliser le projet du diable. Et là, je vous résume en quelques phrases ce qu'il a dit, mais ça m'a paru rejoindre des auteurs que j'aime beaucoup, comme René Girard. Il a dit...
Toute l'histoire du monde est née en fait de l'écrasement de la bonté, de la compassion, de la sensibilité par le désir de fabriquer, de construire, de conquérir, d'exploiter, de domestiquer. Abel et Caïn, Romulus et Rémus. Pour fonder Rome, il fallait tuer Rémus. Pour faire la République, il fallait tuer le roi. Pour faire l'Empire, Napoléon a dû tuer le duc d'Enghien. Ponce Pilate contre le Christ, c'est pareil. La bonté, la bienveillance, la poésie ont été sacrifiés par l'Empire romain pour construire des aqueducs et élever des esclaves. Pour asseoir l'Empire du monde, on tue le Christ parce qu'il représente l'Empire qu'on a sur soi-même, donc le contraire de l'esclavage. L'Europe, Russie incluse, a dit Vladimir, oui, si tu veux, a dit Léon, Russie incluse, l'Europe a le mérite d'être une famille d'esprit où ce combat éternel a trouvé un équilibre. Chez nous, c'est vrai qu'on a tué Rémus pour fonder Rome, et c'est en permanence, on a tué le duc d'Enghien, on a tué les valeurs chrétiennes pour prospérer, pour bâtir des empires sur la métallurgie, pour faire des esclaves dans les champs et dans les usines, mais sur 5, 6, 7 siècles, le souvenir de la bonté, de la beauté, de la compassion, de la gratuité, tout ça est resté présent au cœur de toutes les industries, de toutes les servitudes. En Europe, on a gardé l'humanisme au fronton de toutes les institutions. On voit des femmes nues, des athlètes, des poètes. Nous avons eu aussi des poètes officiels de la République comme Paul Valéry. Oui, mais voilà, pour résumer, avec la technologie, on n'a plus besoin de tout ça. Bonté, compassion, charité deviennent solidarité, péréquation, revenu minimum. Tout ça devient mécanique, plus de libre arbitre, plus d'imagination permanente. C'est comme si l'œuvre du diable, prince de ce monde, avait décidé de triompher une bonne fois en fabriquant des hommes mutants, mi-chair, mi-machine, sans âme, sans humanité, des hommes qui attendent la manche relevée sous un hangar et qui disent « tant qu'on a de quoi manger, tout va bien ». Le restaurateur a dit « alors là, c'est exactement ce que je pense et c'est plus clair quand il le dit, c'est marrant ». Ce qui n'est pas clair, a dit Gustave, c'est quand même qui va gagner, le prince de ce monde ou les humanistes? C'est au moment où l'on croit tout perdu que tout est sauvé, a dit Léon sur le ton de l'oracle. Dans les films de James Bond, par exemple, le méchant périt toujours avant d'avoir essayé de monter son empire inhumain. À Davos, c'est pareil. En gros, l'Europe des statues, des cathédrales n'a rien à voir avec sa caricature qui est au service de l'Amérique et de la Chine. Le monde des esclaves de demain est en constitution sous nos yeux, tout le monde le dit et tout le monde le croit. Mais ce qui va se passer, c'est exactement le contraire, l'affranchissement généralisé, parce que les maîtres du monde vont échouer une fois de plus comme dans tous les films. Il va se passer un truc. Le prince de ce monde ne peut pas gagner. D'où, a dit Gustave, l'expression la plus commune dans les livres et dans les films et dans les BD, où il y a un méchant qui essaie de devenir maître du monde et il dit à la fin « encore raté ». Et Léon a souri et a dit « c'est exactement ça. Depuis Romulus et Rémus, la cité est bâtie sur le sacrifice de l'esprit, mais l'esprit finit par rôder dans la cité et finalement l'esprit a raison de la cité humaine. La morale est toujours victorieuse. Ce qui est beau dans l'histoire humaine, c'est que justement le combat n'a jamais changé de nature, mais que son champ de bataille est toujours plus vaste. » Ça commence entre trois petites collines au bord du Tibre il y a 2000 ans. Et dans 2 ou 3 ans, le débat, si ça se trouve, va se déplacer sur Mars. Mais c'est toujours le même, et la réponse sera toujours en faveur de l'humain, parce que toutes les constructions du prince de ce monde seront toujours vaincues, corrompues par la morale, par l'esprit, par la vérité. Vladimir a dit « attends qu'ils aient percé le secret des machines à voter aux États-Unis et tu vas voir que même Choupi, là, ira se cacher parce qu'il était 4e au premier tour, paraît-il. » L'esprit souffle où il veut, ai-je ajouté, jusque dans mon modeste jardin de campagnol apparemment, puisque je vois que Rennes, elle-même, approuve Léon en ce moment. Et elle a conclu, pardi, c'est normal, parce qu'il en a dans la tronche, et lui, je le comprends, tandis que toi, il s'est tourné vers l'abonné au monde, t'es tellement fada que je te comprends pas. Et là, Gustave, qui s'amusait gentiment d'elle, de sa simplicité, de son âge, lui a dit, à votre avis, Rennes, comment ça va finir tout ça? Et elle a répondu, eh bien, ça va faire comme il a dit Léon, là, voilà ce que j'en pense. À bientôt, merci.